Bonsoir donc, un dossier chaud et tragique cette semaine. L'émotion ne retombe pas après l'incendie criminel qui a tué toute une famille sénégalaise à Denver aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que les Sénégalais de l'extérieur sont plongés dans la détresse. Quelle prise en charge de la diaspora de la part de l'État? Le rédacteur en chef de Sénéweb, Momar Mbaye, est notre invité ce soir. Coin écho sur la productivité des entreprises sénégalaises, la qualité des RH, une ressource capitale. Suivre l'entretien de Mamadou Ndiaye avec l'expert financier Pape Diallo. Bouillon Culture continue de s'intéresser aux ethnies au Sénégal, Diola et Serer, un cousinage qui se perpétue depuis les sœurs Agen et Djambon. Ailleurs A, la transformation et la préservation des fruits sauvages dans la région de Kolda, l'exemple du MAD ou la Saba sénégalensis de son nom scientifique. La sous-région d'Afrique de l'Ouest en question, troisième mandat, Mali, les risques d'une instabilité, le diplomate du dimanche Alioune Tine, figure marquante de la société civile africaine. Tranche de vie, Marguerite Ndiaye de Joal l'ombrageuse à Dakar la lumineuse, la philosophie en bandoulière, nous ferons connaissance avec cette amoureuse de Socrate et autres Platon. Et puis, plongé dans les fonds marins, le portrait de l'orque, un mammifère aquatique et chasseur redoutable. Ce soir, c'est Moustapha Gabar Diop qui s'y frotte. Bienvenue dans la Totale Dimanche. Toute une famille sénégalaise donc décimée par un incendie criminel. L'enquête en cours devrait déterminer les circonstances précises de la mort des Dioles qui vivaient dans le Colorado aux États-Unis. Dakar est à l'heure de Denver, la ville américaine, et sa détermination semble ne pas faillir pour aider nos compatriotes à sortir de cette situation de détresse. Des vidéos accréditent la thèse du crime et ont déjà été diffusées par la police, montrant des individus en fuite après leur forfait. Le rôle de l'État sénégalais est étroitement surveillé par la diaspora et se pose alors la question de la prise en charge des Sénégalais de l'extérieur de manière générale. C'est un dossier d'Abdourahmane Ly. C'est un brasier qui a surpris tout le monde, notamment les 5 membres de la famille Diol qui y ont laissé leur vie. Un incendie criminel, une thèse confirmée après visionnage de vidéos des caméras de surveillance qui ont filmé des individus prenant la fuite à bord d'un véhicule au moment de l'incendie. L'enquête suit son cours pour déterminer le ou les coupables de cet acte criminel. Un crime que l'État du Sénégal a condamné. Moïse Sarr, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, s'est d'ailleurs rendu chez la famille des victimes pour un soutien moral. Fodé Silla approuve et martèle que tout doit être fait pour atténuer la douleur de cette famille. D'abord, la première chose, quand il y a ce genre de violence, d'atteinte à l'intégrité physique de nos compatriotes, il faut faire comme a fait le secrétaire d'État sénégalais chargé des Sénégalais de l'extérieur, M. Moïse Sarr, se rendre auprès des familles. Voilà. Et quand on n'est pas en période effectivement de pandémie, il faut que tous nos représentants diplomatiques soient auprès des familles pour à la fois les accompagner, présenter ses condoléances. Une assistance juridique. C'est surtout ce à quoi l'ambassadeur itinérant auprès du président de la République s'attend. Une assistance comme pour George Floyd, ce noir américain tué par un policier genou au cou devant le regard impuissant des passants qui avaient pu filmer le drame. Un drame qui a fait le tour du monde et qui a suscité un soulèvement partout à travers le monde. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons qu'à Denver, véritablement la police du Colorado aille jusqu'au bout de cette enquête, il faut aussi que nous, on apporte une assistance juridique aux familles. Parce que bien évidemment, s'ils sentent que non seulement les personnes sont mobilisées localement, on sent qu'en plus de la mobilisation populaire, qu'il y a derrière le poids d'un État, de sa diplomatie et qu'ils ont mis une assistance juridique, eh bien ça pousse localement à ce que les autorités et la police locale aillent jusqu'au bout de l'enquête. À l'échelle continentale, la décision de l'Union africaine d'installer un observatoire pour des migrations
pourrait aider à résoudre ce genre de problème. Et pour y arriver, Fodé Silla propose justement une branche réservée à la protection des migrants. Je pousse en tant que diplomate sénégalais à ce que cet observatoire qui va être créé à la rentrée soit non seulement un observatoire pour surveiller les phénomènes migratoires, pour surveiller cette mobilité, comment évoluent les migrants, mais surtout de protection. Il faut que nous puissions à tout moment mesurer les violences et les discriminations dont sont victimes ces migrants tout au long de leur route. Il faut ensuite qu'on puisse à tout moment, dès qu'il y a un acte de violence à leur égard, nous devons être présents pour les protéger. Il faut aujourd'hui créer véritablement les conditions d'une sécurisation du parcours des personnes qui se déplacent pour les protéger, pour les prévenir et pour pouvoir bien évidemment leur apporter une assistance quand il le faut. Djibril Diol, Hassan Diol, Adja Diol, Khadija Diol et Awa Bey, les noms des victimes de l'incendie de Denver. Leurs dépouilles sont attendues par la famille établie à Guédiawaye. Momar Mbaye, vous êtes le rédacteur en chef du site Sénéweb. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Un drame, il faut le dire, cette famille Diol de Denver aux États-Unis qui a été complètement décimée. Votre site semble suivre cette affaire de très près. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Alors Mamadou, je pense que c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Ce drame est malheureusement le énième du genre qui coûte la vie à des Sénégalais de l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose de regrettable et qu'il faut condamner. Maintenant, il appartient à l'État. Donc, il y a déjà des gestes qui ont été faits dans ce sens pour porter assistance à la famille. C'est très bien, mais je pense qu'il faut aller au-delà pour éviter que ça ne se reproduise. Oui, et quelles sont les dernières informations concernant... Bon, il y a des vidéos qui ont été diffusées dernièrement, donc sur apparemment, comment dire, les auteurs présumés du crime. Bon, on ne sait pas si c'est les vrais auteurs, mais ce qui est juste, c'est que l'enquête suit son cours et qu'on attend les derniers développements donc, pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut avoir confiance, cette fois-ci, dans la détermination de la police américaine à faire la lumière sur cette affaire, d'autant qu'elle dispose effectivement d'éléments, ces vidéos qui montrent des gens en fuite et qui pourraient être les assassins, les criminels. Tout à fait. La particularité des crimes d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont documentés. Parce que soit il y a des vidéos qui ont été prises ou des photos. Le cas de George Floyd qui a défrayé la chronique ces derniers mois, je pense que s'il n'y avait pas cette vidéo ou ces photos qui ont été prises, peut-être que ça aurait pu passer comme les crimes qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, donc, c'est la chance, plus ou moins, que les Afro-Américains ont de voir, par exemple, qu'un dossier judiciaire puisse aboutir. Tout simplement parce qu'il y a des éléments de preuve donc, qui font que maintenant, si la justice américaine est déterminée donc, à faire toute la lumière sur ces affaires-là, donc elle a le champ libre pour le faire. Autre chose, il faut vraiment saluer la détermination du peuple américain. Je dois dire qu'on n'est plus à l'époque de Bigger Thomas où on se regarde en chien de faïence noir et blanc. Maintenant, on a une communion entre noir et blanc, entre différentes races, donc qui demandent une seule chose, justice. La justice. Donc, on l'a vu dans l'affaire George Floyd, qui a eu quand même un élan, planétaire, qui a embrasé pratiquement beaucoup de pays, où des dossiers dormants ont été réactivés suite à la mobilisation de ces personnes-là. Parce que moi, je me suis dit, ils sont quand même courageux. Moi, je vois au Sénégal, par exemple, des meurtres qu'on a tendance à banaliser. Les gens ne sortent pas dans la rue, ils ne manifestent pas. C'est comme si on était vaccinés contre ça. Mais je salue quand même le courage des Occidentaux pour la plupart, que ce soit en France ou en Amérique. Quand il y a des crimes de ce genre-là, vous voyez toute la société qui est derrière, dehors dans la rue pour dire non, pour dire stop. Vous voulez dire que nos compatriotes ne sont pas laissés à eux-mêmes dans cette situation très difficile qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui? Alors, bien entendu, il y a une assistance de l'État, mais bon, l'État peut mieux faire. Non, avant même de parler de l'État, je parle de là-bas, aux États-Unis, où ils vivent. Il y a un élan de solidarité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On a vu quand même l'association des Sénégalais d'Amérique, donc qui est allée au chevet de la famille, donc pour les réconforter. Je pense que c'est très bien. De la même manière, il y a des marches qui ont été organisées pour dire non, pour dire stop. Donc pour revenir à l'incendie criminel qui a coûté la vie
à 5 membres d'une même famille sénégalaise à Denver. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir. Au départ, on a cru à un incendie, accidentel, hein, mais la thèse, de l'incendie criminel se précise. Et je pense que dernièrement, il y a eu des éléments de preuve. Donc, on attend quand même de voir ce que la justice américaine dira sur cette affaire. Momar Mbaye, un acte raciste ou juste un acte criminel sans connotation raciste? Je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, mais tout donne l'air d'un acte raciste. Parce que, rappelez-vous qu'avec l'affaire George Floyd, la communauté afro-américaine a quand même pu se repositionner parce qu'elle était quelque part piétinée. On tuait les Noirs comme des mouches sans réaction internationale. Maintenant, il y a tout un mouvement qui se lève pour dire non, pour dire stop. Je pense que c'est un précédent. Il y aura un avant et un après George Floyd. L'État maintenant du Sénégal, est-ce que nos compatriotes que vous avez pu interroger, ou en tout cas vous êtes en contact avec eux, sentent la présence de l'État du Sénégal dans ces moments? Alors, on a vu quand même que le président Macky Sall a adressé un tweet à la famille. Je pense que c'est très bien. Et ça permet au moins de dire que l'État est là et que du point de vue de l'assistance, il joue toujours son rôle. Mais je pense que l'ambassadeur Fodé Sila l'a dit, il faut aller au-delà. Il faut une assistance juridique pour que ces crimes-là soient élucidés et que ça ne se reproduise plus. Les Sénégalais, d'une manière générale, ceux qui sont à l'étranger, parfois ils ont une perception assez biaisée de l'État. Si je prends par exemple le cas de la Covid-19, d'abord, c'était les Sénégalais qui étaient bloqués tout au début de la crise, de la pandémie. Les Sénégalais qui étaient bloqués à Rouen, ils voulaient rentrer au pays. C'était une autre catégorie qui pouvait se comprendre aussi parce que la suite des événements a donné raison aux autorités de l'État, tout simplement parce que on ne pouvait pas s'amuser à rapatrier les Sénégalais de Rouen parce que par la suite, il y a eu les Sénégalais d'Espagne, d'Italie. Voilà, donc tout cela pour dire que c'est très délicat parce que l'État ne voulait pas prendre la responsabilité d'importer le virus donc, et devoir rendre des comptes par la suite. Maintenant, après cela, il y a eu quand même, après que la Covid plutôt a fait des victimes en Occident, aux États-Unis, un peu partout, il s'est posé le problème du rapatriement des corps. Donc les Sénégalais de la diaspora se sont levés pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la mesure de l'État qui consiste à interdire le rapatriement des corps. Tout simplement parce que c'est des personnes qui ont droit à un enterrement digne parmi les siens. Vous voulez dire qu'ils ont un besoin d'État beaucoup plus prononcé aujourd'hui? Effectivement, parce qu'on a l'impression que parfois l'État ne prend pas la pleine mesure des choses. Bon, avec la Covid, ça a changé plus ou moins. Au départ, en tout cas au début, moi, l'analyse que j'en ai faite, c'est qu'au départ, ils ont pris de très bonnes mesures, de très bonnes initiatives. Mais par la suite, il y a eu un relâchement comme ce qui est reproché actuellement aux Sénégalais. Mais l'État aurait dû quand même mieux être présent, au niveau de l'assistance des Sénégalais de la diaspora. Au-delà de ce drame, la politique de l'État en faveur des immigrés, comment vous l'analysez? L'immigration est un sujet assez complexe. Aujourd'hui, elle occupe le devant de l'actualité parce que on parle de migration un peu partout. Pour le cas de l'Europe, il y a cette fermeture des frontières qui se confirme de plus en plus, même avec la crise actuelle que nous vivons. Les avions qui décollent de Dakar pour nos compagnies nationales, aujourd'hui ont des difficultés pour survoler l'espace Schengen. Donc il y a cette fermeture qui se confirme de plus en plus. Maintenant, c'est à nos États de réfléchir aux voies et moyens pour dire que maintenant, il faut une alternative par rapport à cela. Oui, et on sait ce que la diaspora représente pour le Sénégal. Justement, la diaspora, elle est souvent désignée comme la 15e région. Donc, pour dire que c'est une population très importante du point de vue de l'apport qu'elle donne au Sénégal. Je pense que dans chaque famille sénégalaise, il y a au moins une personne expatriée, donc qui entretient la famille, qui subvient aux besoins de la famille. Je pense que c'est quelque chose de très important. Maintenant, il faut que l'État, derrière, puisse faire en sorte que ces Sénégalais-là se sentent Sénégalais à part entière. Votre site, il faut le dire,
et semble être vraiment une sorte de connexion, en tout cas permis une connexion entre la diaspora et le Bercail, le Sénégal. D'où vient l'intérêt de votre site Seneweb pour la diaspora? L'intérêt, je pense que c'est depuis le début. Au départ, c'était un site c'est un site qui a été créé par Abdoulaye Salam Fall, donc qui résidait aux États-Unis. Et je pense qu'au départ, c'était un forum de discussion entre Sénégalais de la diaspora. Par la suite, il y a une radio Seneweb, donc qui s'appelle même la radio de la diaspora. Et donc, il y avait des émissions interactives, des forums, donc les gens discutaient un peu partout. Et maintenant, ça s'est mis en journal d'information. Donc je pense que si vous avez suivi un peu l'évolution, on est passé d'un journal qui reprenait un peu les informations, ça et là, pour maintenant se positionner comme un vrai journal de référence avec une rédaction digne de ce nom. N'empêche, la rédaction fait son job, donc elle traite l'information, mais à côté aussi, il y a, Seneweb c'est toujours de vitrine à la presse locale, à la presse internationale même. Donc tous les quotidiens sont repris le matin. Donc celui qui a envie de lire ce qui est dans le quotidien LAS, il peut aller dans Seneweb. Celui qui a envie de lire, par exemple, ce qui est dit sur la radio ITV ou RFM, donc il peut aller aussi sur le site. Donc c'est devenu une plateforme qui regroupe tous les supports en fait, que ce soit la presse papier, la presse écrite, la presse audiovisuelle. Nous terminons par les propos de ce membre de la diaspora sénégalaise, Akon, sénégalo-américain, célèbre rappeur, qui appelle les Afro-Américains à rentrer en Afrique. Cela fait débat, votre site en a parlé. Quel écho cet appel pourrait avoir? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Bon, cela rappelle un peu le Back to Africa Movement, donc une incitation aux Afro-Américains de rentrer en Afrique. Mais bon, c'est une question, je pense, personnelle avant tout. À chaque émigré de voir est-ce que réellement il a envie de retourner dans son pays natal. Je pense que c'est le cas. Même pour ceux qui meurent à l'étranger, ils ont envie d'être enterrés dignement dans le propre pays. Bon, je pense que maintenant, c'est à la diaspora de s'organiser pour faire en sorte que ça devienne réalité. Mais le souci principal, c'est que dans nos pays, l'opportunité qui est offerte aux jeunes pour pouvoir s'insérer est très difficile. Donc, ce qui fait que même ceux qui rentrent sont peut-être des gens qui sont accomplis d'une certaine manière. Mais vous revenez en Afrique, pourquoi faire? Et avec quels moyens aussi? Et qu'on est en train d'investir de plus en plus en Afrique. Vous voulez dire que tout le monde n'est pas Akon? Tout le monde n'est pas Akon justement parce que Akon c'est quelqu'un qui a fait sa vie, qui est fortuné. Donc il peut se permettre d'investir pour demander aux jeunes de rester. Mais quant à demander à ceux qui sont expatriés de rentrer, je pense que le combat n'est pas gagné d'avance. Merci, Momar Mbaye, rédacteur en chef du site Seneweb, qui était venu nous commenter ce drame qui a frappé les Sénégalais de l'extérieur avec la famille Diol qui a été décimée dans un incendie criminel, selon l'enquête de la police pour l'instant. Un incendie à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. Merci et bonsoir. Merci, Mamadou. La suite. Coin écho sur le rapport entre la ressource humaine et la productivité d'une entreprise. La relation va de soi d'ailleurs. Pas de productivité sans RH de qualité. Seulement, certains employeurs font parfois l'amer constat. Tous les salariés ne répondent pas aux exigences professionnelles de la société ou de la boîte qui les emploie. Quels sont les facteurs explicatifs? Quelle est la responsabilité des structures de formation? Élément de réponse dans ce sujet d'Oumou Kalsoumba. Les évolutions en termes de métier ou encore de développement ultra rapide des technologies entraînent un besoin constant de nouvelles compétences dans les entreprises. Souvent, les employeurs estiment que certains employés recrutés ne répondent pas aux besoins de l'entreprise. Pourquoi? Ce qui peut l'expliquer, c'est que malheureusement, beaucoup d'entreprises pensent que la performance est uniquement liée à la compétence. Alors que la performance n'est pas seulement liée à la compétence. La performance, elle est liée à 3 facteurs que je vais appeler le système SVP, comme s'il vous plaît. C'est-à-dire que pour qu'il y ait performance, il faut qu'il y ait du savoir, S, il faut qu'il y ait du vouloir, V, et il faut qu'il y ait du pouvoir, P. Savoir, c'est la question de la compétence. Effectivement, pour que quelqu'un puisse être performant, la première condition, c'est qu'il soit compétent, techniquement, qu'il
qu'il ait des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qu'il puisse combiner pour pouvoir faire du résultat. Mais ça ne suffit pas. Il faut également que la personne, en plus de sa compétence, elle soit motivée. Un exemple, Vous prenez un chauffeur, vous lui donnez qui a 20 ans d'expérience, donc qui a conduit, qui maîtrise la conduite, qui sait conduire une voiture comme il faut. Vous lui donnez un salaire de 10 millions, je dis n'importe quoi, donc il va être motivé. Mais vous lui donnez une 2 chevaux qui est pourrie et vous lui demandez d'aller chaque jour à Thiès en 1 heure, est-ce qu'il va être performant? Il ne le sera pas. Vous prenez le même chauffeur, vous lui donnez une Rolls-Royce, il est très compétent, mais vous lui payez 1000 francs par mois. Est-ce qu'il va être performant? Non. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement la compétence qui doit être en jeu. La performance, c'est la combinaison simultanée de compétences, d'une motivation et de conditions de travail favorables. la formation dans tout cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont vers la mise en adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Et c'est vrai que, notamment les écoles de commerce, les écoles de gestion font de plus en plus d'efforts. Et même l'université, elle est en train de créer des modules pour se rapprocher davantage des réalités de l'entreprise. C'est ce qui fait qu'on voit des formations de plus en plus professionnelles ou des formations qui font des alternances entre les études et des immersions en entreprise. Donc il y a de gros efforts qui sont faits pour renforcer cette adéquation entre la formation et l'entreprise. Au Sénégal, notre tissu économique est dominé par le secteur informel. Comment ce secteur non structuré arrive-t-il à gérer le facteur compétence? L'une des chances qu'ont les entreprises informelles, c'est leur agilité. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple dans l'informel, ça joue beaucoup sur la relation affective. Les gens qui sont dans l'informel s'entourent de leur famille. Donc cette dimension affective-là fait que l'agent qui est recruté dans un système informel, déjà en termes de motivation, ce n'est pas la même chose que l'agent qui rentre dans une entreprise classique. Il est plus motivé parce que c'est un membre de sa famille qui l'invite à ce projet-là. Il a plus d'autonomie, il a les moyens de faire beaucoup plus de choses. Et puis il y a des systèmes d'apprentissage informels qui sont mis en place, qui font que, aujourd'hui, je pense que les sociétés informelles développent plus d'agilité. Le management a aujourd'hui bien compris l'importance des ressources humaines. L'évaluation des compétences a donc pris tout naturellement son essor, notamment pour permettre à chacun d'évoluer dans sa carrière. Entretien Coin Éco à présent. La Total dimanche 16 août reçoit l'expert financier Pape Diallo, directeur général de l'Institut supérieur de finance. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, Monsieur Gane. Vous vous entretenez avec Mamadou Ndiaye. Mamadou, vous dites « Osons croire que rien ne sera plus comme avant. Une fois le coronavirus vaincu, le capital humain sera au cœur des préoccupations des dirigeants soucieux de retrouver très vite les niveaux de performance pour bâtir les prospérités de demain. » Bonsoir Mamadou, je vous laisse avec votre invité. Bonsoir Mamadou, un plaisir de recevoir justement cet expert financier qui a bâti sa réputation autour du projet de l'Institut qu'il a créé autour de 2000 ans. Ouais. Et puis à son actif, beaucoup de cadres des banques et des instituts de finance qui sont passés justement enseigner. J'ai envie de demander à M. Diallo, le monde d'aujourd'hui, il est différent du monde d'hier, peut-être il y a 6 mois. Et est-ce que c'est les mêmes paradigmes qui vont fonctionner? Tout d'abord, merci encore pour l'invitation, M. Ndiaye et M. Khan. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, en tout cas, avec la pandémie, en tout cas, ça montre en tout cas qu'on est arrivé à la limite, en tout cas, du modèle dominant. Ça, c'est d'un. Donc, le modèle dominant ne fonctionne plus. Le modèle dominant ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire le capitalisme financier actuel. Pour 3 raisons qui le justifient. Donc, on voit, le premier constat qu'on peut faire, c'est le rapprochement, la fréquence des crises financières au niveau mondial. Donc, on voit de plus en plus des crises qui sont totalement rapprochées. Cela veut dire que le système mondial et le système économique est trop fragile pour supporter, en tout cas, l'évolution de l'économie contemporaine. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est la violence de ces crises. La violence sur le plan financier par rapport aux montants qui sont engagés
pour sauver le système et la violence au niveau social, à travers l'augmentation des écarts en termes d'inégalité, en termes de chômage. Donc chaque crise qui passe, donc c'est presque une partie, en tout cas, des emplois qui disparaissent. Et le troisième constat, c'est lié à la mondialisation. Parce que la mondialisation a entraîné, en tout cas, un décloisonnement totalement des marchés, des pays, a entraîné encore une dérégulation du système financier, du système économique mondial, de telle sorte que, et les innovations financières et technologiques ont eu à faciliter, par exemple, ce processus de mondialisation, de telle sorte que, quand une crise éclate, la contagion, la crise devient systémique. Ça ne se localise plus dans un pays, mais ça se localise dans l'espace mondial. Parce qu'on est dans un monde de réseau. Ok, si je comprends, c'est terminus pour le système libéral. Mais maintenant, quel est le système qui fait un clin d'œil et qui n'est pas encore vu? Je pense que, en tout cas, il y a des idées qui sont en train d'émerger, en tout cas, à travers de rebâtir l'économie au niveau, en plaçant l'homme au cœur de l'économie, de chercher le bien-être de l'homme à travers le développement de certains secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement. Oui, ils sont nombreux d'ailleurs, les économistes aujourd'hui, à plaider une reconversion justement de la perception de l'économie pour mettre l'homme au cœur. Mais c'est quand même assez stupide que de constater, plus de 100 ans après, que en fait, l'homme n'a jamais été au cœur. C'est plutôt un système qui s'imposait à l'homme et non l'inverse. Effectivement, parce que c'est un système qui s'imposait à l'homme. Parce que le capitalisme financier a totalement, il y a une totale déconnexion entre le capital financier et la production mondiale, c'est-à-dire la production de biens et services. Donc tout autour des marchés financiers. Et des profits. Des rentabilités. Des rentabilités. Pour vous confirmer, vous voyez auparavant, par exemple, vous créez un bien, vous produisez un bien, le cycle de vie des produits était très long. Durable. Vous avez le temps nécessaire de jouir des produits. Donc, avec des niveaux de rentabilité qui sont acceptables, soutenables pour même la population. Mais aujourd'hui, le cycle des produits s'est raccourci totalement. Donc, vous avez votre téléphone, donc 2 jours après, dans 2 jours, il y aura un autre produit qui va sortir plus performant. Donc, c'est une course à la profitabilité. Oui, justement, M. Diallo, à travers l'histoire quand même, au cours de ces 100 ans, puisque c'est la séquence choisie par Mamadou, il y a eu des résistances. Le socialisme, voire le communisme, a tenté de résister à ce capitalisme triomphant. Il faut revenir à quoi finalement aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut revenir à la base. Parce que quand on ne sait plus où aller, il faut revenir sur nos pas. Et sur nos pas, c'est quoi? Revenir à quoi? Revenir à quoi? C'est-à-dire à l'économie, au service de l'homme, le développement au service de l'homme, mettre la finance au service du développement. Faire revivre le communisme? Non, pas le communisme. Non, pas le communisme, mais on peut bâtir un système économique où, par exemple, aujourd'hui, on vous parle, par exemple, des RSE. Par exemple, pourquoi ces RSE? Tout en disant qu'on peut chercher la profitabilité, tout en intégrant les aspects, tout en prenant en compte les aspects sociaux aussi, pour permettre à la population, par exemple, de pouvoir jouir du bien-être, par exemple, des profits générés par les entreprises. Alors, l'idée maintenant, c'est de voir dans quelle mesure il peut y avoir une adéquation entre les profils de demain et les besoins des entreprises. Autrement dit, c'est vous qui écoutez les entreprises pour savoir ce dont elles ont besoin, ou bien c'est les entreprises qui doivent exprimer leurs besoins et ensuite vous vous adapter? Je pense que nous devons anticiper. Par exemple, moi je prends le cas de l'ISF. Par exemple, quand on lançait, en tout cas notre institut, quand on lançait le master finance et gestion publique, donc on a eu une lecture, en tout cas en 2001, de l'évolution de l'économie mondiale et de l'harmonisation qui était en train de se faire au niveau international. Nous avons lancé un master en finance et gestion publique où on prenait en compte les budgets programmes, l'évaluation des politiques publiques, dès le début des années 2000. Donc personne n'y croyait parce qu'on se disait, ok, voilà un institut privé qui veut former par exemple l'administration. Donc 20 ans après, les gens, on se rend compte qu'aujourd'hui l'ISF a eu raison
en anticipant, au lieu d'attendre, par exemple, que les réformes soient mises en place, mais en anticipant. Et aujourd'hui, presque toute la crème de l'administration, que ce soit les 3 inspecteurs généraux qui ont eu, les 3 vérificateurs généraux qui ont eu à gérer l'IGE, tous ils ont eu à faire de master à l'ISF, une quinzaine d'IGE, une quinzaine de ministres, en tout cas qui ont eu à faire l'ISF. Et pourtant, on dirait, vous n'avez pas raison, vous devez attendre parce qu'il y a l'ENAM qui est là, alors que le monde était en train de bouger. Est-ce qu'il faut attendre que le monde bouge pour pouvoir démarrer, ou bien il faut anticiper? Il faut anticiper, que ce soit les entreprises ou bien les centres de formation et l'État, parce que l'État aussi a un rôle. C'est par rapport à la vision de l'État, qu'est-ce que l'État veut en termes de développement, en termes de programme de développement. C'est à partir de ce moment qu'on essaie de mettre en place le capital humain qui doit prendre en charge ces projets de développement pour accompagner en tout cas les projets de l'État. Okay. Et là, c'est la vision de l'État. Tout à fait. M. Diallo, vous parlez d'anticipation, mais qui parle d'anticipation parle de scénario du futur. Oui. Et le numérique et le digital tapent à la porte. Est-ce que nous sommes assez outillés, autrement dit, les instituts de formation sont-ils assez outillés pour préparer justement cet avenir qui est déjà là, c'est déjà demain? Oui. Moi, pour moi, en tout cas, le digital, le numérique, comme la finance, ce sont des moyens qu'on doit mettre au service du développement. Pas des fins en soi. Okay. Donc, ce sont des outils qui sont là. Le numérique, il était là. Les innovations technologiques. Quand la mondialisation a été facilitée par les innovations technologiques. Okay. Donc, s'il n'y avait pas d'innovation technologique et financière, il n'y aurait pas de mondialisation. Parce que ce sont des innovations technologiques qui ont facilité la transmission de données, qui ont facilité l'interconnexion entre les différentes économies, entre les différents marchés financiers, pour qu'on puisse parler, par exemple, d'un village planétaire. S'il n'y avait pas de numérique, en tout cas ces innovations technologiques, donc l'économie, en tout cas la finance ne serait pas là aujourd'hui. Mais, par rapport à nos projets, parce qu'il faudrait qu'on définisse ce qu'on veut, où on veut aller, et quels sont les moyens maintenant par rapport au développement technologique, comment nous pouvons mettre ces outils technologiques au service de nos projets, de nos programmes de développement. Et ça, c'est la vision. Oui. Dans le sillage donc, de cette formation plus ou moins accélérée et reconvertie, oui, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais il y en a d'autres également qui vont apparaître. Oui. Où se trouve la tangente? Toute mutation, parce que ces crises vont entraîner des mutations irréversibles. Ce sont des mutations structurelles. Et toute mutation a un coût social en termes de métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a d'autres qui vont naître. Il y a d'autres qui vont naître avec le numérique. Il y a d'autres qui vont naître avec, par exemple, l'économie solidaire. Il y a d'autres qui vont naître avec l'environnement et autres. Il y a de nouveaux métiers. L'économie circulaire aussi. Donc, il y a d'autres qui... L'économie circulaire. Donc, il y a la nouvelle économie qui va faire émerger de nouveaux métiers. Maintenant, il faudrait qu'on puisse identifier quels sont ces pôles pour voir quelle politique d'éducation, de formation à mettre en place pour tirer le maximum de profit, par exemple, en tout cas pour faire émerger, en tout cas, ces nouveaux métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître, on est d'accord. Regardez, avec l'intelligence artificielle, on a commencé à appliquer au niveau des banques. Donc les banques, on n'a pas besoin de ressources humaines, mais on peut fonctionner sans ressources humaines parce qu'il y a les robots qui sont là, qui peuvent faire un certain nombre de travail. La banque se déshumanise. Oui, ça se déshumanise. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de ces personnes? Et surtout qu'il y a le chômage. Oui, il y a le chômage, je suis bien d'accord. Oui. Mais maintenant, ce développement technologique va générer aussi des métiers nouveaux. Des métiers nouveaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, que ça soit en finance, vous ne devez plus dire que okay, je suis financier. Non, vous devez avoir, en tant que financier, vous devez intégrer, avoir une vision globale. Il faut se réinventer. Oui, il faut se réinventer. Il faut avoir une vision globale de l'entreprise, intégrer l'entreprise dans sa vision pour pouvoir dire que les pollutions, parce que les problèmes sont devenus de plus en plus complexes et transversaux. Donc, on ne peut pas avoir une vision partielle pour traiter ces problèmes. Vous intervenez souvent dans le... Et c'est la dernière question. Oui, sûrement, oui. Vous intervenez dans le haut profil des cadres qui viennent à votre institut. Oui. Mais j'ai envie également que vous vous prononciez sur ces petits apprentis, ces petits
travailleurs à la tâche, les tâcherons, mais qui ont besoin aussi quand même, parce qu'ils ont fait de l'expérience, du parcours, mais l'État, s'il s'organise par le biais justement de vos instituts et peut-être même avec vos conseils, on peut requalifier ces professions et leur donner envie justement de se valoriser et puis peut-être par une certification, ils se réinjectent dans l'emploi. Je pense qu'il y a un début de solution parce qu'avec le décret qui a été en tout cas signé pour la certification, en tout cas, je pense que ces personnes qui ont une maîtrise technique, un savoir-faire technique, donc ce qui leur reste, c'est le diplôme, c'est la reconnaissance, c'est la certification. Et l'État a déjà, en tout cas, signé, le décret est déjà signé. Donc, on est en train de mettre en place, en tout cas, un programme de certification pour recueillir ce potentiel. Le sujet est inépuisable. Oui, Mamoudou, il est vaste. Il a dit qu'il faut se réinventer. Bon. Mamoudou Ndiaye, un journaliste qui se réinvente. Belle expression. Merci beaucoup. Merci Pape Diallo. Merci, c'est homme. Allez, bonsoir chez vous. Bonsoir. Merci. Dans notre série de reportages ce soir, une immersion dans une famille Sérère et Diola, série de reportages sur le cousinage à plaisanterie. Vous le devinez aisément, une cohabitation tout en symbiose. Dans cette famille, chacun préfère manger le plat de son ethnie cousine. Faudrait-il vous rappeler l'histoire d'Agen, la Sérère, et Diambon, la Diola, deux sœurs inséparables qui expliquent justement le pourquoi et le comment. Immersion signée Boubacar Dien Moussa Fall. waaw séeréer la maa ngi cosaanu région de Fatick, commune de Diouroup, village de Doudane. Adama Diémé man Badiouré mu ngi côté Bignona. L'une est sérère, l'autre Diola. Plus de 268 km séparent leurs deux villages d'origine. Le destin les a réunis à Dakar. Elles partagent le même toit. Elle a passé son enfance à Dakar. Le cousinage à plaisanterie entre Sérère et Diola, une réalité bien vécue chez elle. Je suis née au village, mais je suis à Dakar depuis mon enfance avec ma mère. Quand je suis arrivée dans cette maison, j'y ai trouvé mes cousins sérères. Ils m'ont franchement très bien accueilli. Ami Diouf a rallié Dakar pour le travail. Elle connaît Adama Diémé depuis 6 mois. 6 mois qu'elle assimile à plusieurs années de connaissances, tellement les liens sont solides entre la Sérère et la Diola. Je suis venue à Dakar pour chercher du boulot. C'est comme ça que j'ai rencontré une Diola. Depuis, nous vivons en parfaite harmonie. Nous sympathisons. Je connais Adama depuis 6 mois, mais j'ai comme l'impression d'avoir vécu avec elle toute ma vie. La légende nous apprend que le cousinage entre Sérère et Diola vient d'Agen et Diambon, deux sœurs dont la pirogue s'est cassée en deux, l'une dirigée par le courant vers les îles du Saloum, l'autre vers le sud du pays. Mais ces deux-là sont réunis par la force du destin et sont devenus inséparables. Nous sommes comme des sœurs. Quand Ami n'est pas là, je ne me sens pas à l'aise. Vraiment, le cousinage entre Sérère et Diola, nous le vivons pleinement. Nous sommes inséparables. Même si elles sont d'ethnies différentes, chacune a un penchant pour la nourriture de l'autre. Je préfère les plats Diola. J'aime le riz blanc mélangé aux feuilles d'oseille et j'aime aussi le plat que les Diola appellent etodje. Le couscous, bien sûr. Depuis mon enfance, j'en mange. En plus, mon homonyme est sérère. Je sais même préparer tous les plats sérères, même le couscous que j'aime tant. Ainsi, le cousinage à plaisanterie entre Sérère et Diola n'est plus à démontrer. Cependant, il semble que les Sérères sont plus forts que les Diola en lutte. D'aucuns racontent que les séparatistes du Sud libéraient systématiquement les Sérères
s'il leur arrivait de couper la route à un véhicule de transport, car dit-on, si jamais le sang sérère venait à être versé sur les terres casamançaises, la malédiction s'abattrait sur toute sa population, une croyance toujours de rigueur dans cette partie méridionale du pays. Ami Diouf, Adama Djemé, tel Agen et Djambogne, voilà le genre de reportage qu'il faut montrer et remontrer. Bonsoir Boubacar Dian. Bonsoir Mamoudou. On raconte qu'Agen et Djambogne, deux sœurs séparées finalement, pas par défaut en pleine mer. Comment c'est arrivé? Oui, donc ce sont deux sœurs qui étaient parties en mer donc pour une partie de pêche parce qu'on leur aurait dit que la mer est plus poissonneuse les mercredis et les vendredis. De ce fait, un mercredi, donc elles ont embarqué à bord d'une pirogue, donc elles s'éloignaient donc du rivage sans s'en rendre compte. C'est ainsi qu'elles sont arrivées à l'embouchure du fleuve, là où le fleuve se jette dans l'océan. Donc c'était à Sangomar, ce jour-là même, donc par la force du destin, donc il y avait un orage, donc de la pluie, des tonnerres, donc des éclairs et aussi du vent. Donc c'est ce vent-là aussi qui a cogné la pirogue des deux sœurs donc sur les palétuviers et la pirogue s'est cassée en deux. Maintenant, quand la pirogue s'est cassée en deux, elles ont réussi quand même à s'agripper chacune donc à une partie de la pirogue et elles ont été dirigées donc par des courants opposés. L'une est partie vers le sud, donc l'autre est partie vers les îles du Saloum. C'est ainsi que Agen et Djambogne se sont perdus et par la force du destin, sont retrouvés après. Et voilà, sœurs séparées, mais sœurs inséparables dans l'imaginaire finalement. Oui, elles sont inséparables dans l'imaginaire parce que quand Agen et Djambogne se sont séparés, quand la pirogue s'est cassée, donc l'une s'est retrouvée dans la partie sud du pays, c'était en Casamance, dans un village appelé Calabon, là c'était Agen. Djambogne, elle, s'est retrouvée dans les îles du Saloum, donc Djambogne s'est mariée à un pêcheur, donc c'est de là d'où vient l'ethnie Serer. Agen s'est marié à un cultivateur de riz, donc d'où vient aussi l'ethnie Diola, et deux ethnies qui sont devenues cousins par la force du temps, comme l'ont montré les images qui sont passées tout à l'heure avec Ami Diouf et Adama Djemé. Elles aussi donc sont réunies par la force du temps. L'une vient de Fatick, l'autre de Ziguinchor. Elles sont venues à Dakar pour chercher du travail. Donc avec leur famille, elles se sont retrouvées dans la même maison. Elles partagent le même toit, elles sont devenues sœurs. Serer et Diola, c'était ma question, mais vous aviez déjà répondu. Comment sont nées les ethnies? Quel autre élément encore à raconter? C'est une fabuleuse histoire. Oui, c'est une fabuleuse histoire parce que se séparer d'abord. Vous étiez des sœurs, donc vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes plus vus, mais avec le temps, donc vous avez réussi à créer un lien qui soit solide, vous avez réussi à procréer, des ethnies sont nées et ces ethnies-là sont devenues cousins, des cousins qui n'arrivent plus à se séparer. Donc on peut se taquiner, comme je l'ai dit la fois passée, donc avec la différence ethnique qui existe au Sénégal. Donc le Sénégal a su s'adapter donc à faire de cette diversité culturelle-là une véritable richesse, donc une richesse donc, dont le Sénégal se glorifie à travers le monde, une richesse aussi qui a contribué à la stabilité sociale du pays. Des ethnies différentes qui se rencontrent. Oui, des ethnies différentes qui se rencontrent, comme chez les Sérères et les Diola, il y en a aussi chez les Sérères et les Peuls, de même que chez les Toucouleurs et autres langues qui sont là, ethnies. Très bien, la semaine prochaine, nous poursuivrons encore cette série de reportages sur les facettes culturelles de ce beau pays qu'est le Sénégal. La suite de la totale deuxième partie, le diplomate de ce soir, Alioune Tine, directeur d'Africadium et expert indépendant des Nations Unies au Mali. Bonsoir Alioune Tine. Bonsoir Mamoudou. C'est justement avec cette dernière casquette que vous avez accompagné récemment le président Macky Sall en compagnie de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, pour une médiation de 5 chefs d'État de la CEDEAO dans la crise socio-politique au Mali. Que peut-on dire de cette médiation aujourd'hui, Alioune Tine? Bon, il faut dire que la médiation continue. Parce que le président Goodluck Jonathan est sur place.
et a rencontré aussi l'ensemble des acteurs. Et bon, il y a des propositions très concrètes qui sont faites. Et le M5 pose simplement un certain nombre de conditions qui ne sont pas vraiment impossibles à régler. La libération des prisonniers, demander pardon, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, l'horizon pour que vraiment on sorte de cette impasse est plus ou moins beaucoup plus éclairci qu'avant. Donc, moi je retiens l'obstination de la CEDEAO qui, depuis le début de la crise, n'a pas arrêté d'y aller, a envoyé des chefs d'État qui ont pris acte et qui ont continué la négociation par la suite. Le M5 qui rechigne à entrer au gouvernement, un gouvernement dit d'union nationale, c'est le projet, tout le monde le sait. Mission difficile du Premier ministre Boubou Cissé, mission impossible? Non, c'est pas impossible. Il me semble que les lignes sont en train de bouger au Mali et de bien bouger d'ailleurs. Hein. De mon point de vue, il y a quand même le Conseil constitutionnel qui a été créé. Bon, maintenant, il faut que les Maliens s'assoient, discutent. Et il me semble aujourd'hui, c'est de faciliter cela que vraiment la communauté africaine et internationale devrait s'atteler de mon point de vue. Je suis les choses au jour le jour, hein, toutes les déclarations que les gens font, on me les envoie, je les regarde, et puis de mon point de vue, il me semble qu'il y a... Maintenant, c'est aux Maliens. Les Maliens, hein, c'est de s'appuyer sur les ressorts les plus profonds de leur histoire, de leur culture, pour trouver en fin de compte la solution. Et la solution n'est pas impossible. Et puis, la solution est aussi de mon point de vue est à portée de main aujourd'hui. Il faut que tout le monde encourage à ce qu'il s'assoie, qu'il discute enfin. Parce que la proposition maintenant de Goodluck Jonathan, c'est de former une délégation de la majorité présidentielle, une délégation du M5, et les gens s'assoient et discutent. Il me semble que c'est la meilleure formule que de venir avec, si tu veux, des solutions clés à main. L'équation semble être la suivante à l'UNTIN. Gouvernement d'union nationale, le M5, comme je l'ai dit, n'est pas encore très enchanté à l'idée d'y faire son entrée, ou démission du président Ibrahima Boubacar Keïta, comme le M5 l'a réclamé à un moment donné. C'est une équation qui n'est pas simple. Oui, je sais. Tout le monde sait où ça coince. Ça, je vous le dis. Tout le monde a bien pris conscience. Tous les acteurs. Ça coince où? Que ce soit les chefs d'État, que ce soit la CEDEAO. Tout le monde sait là où ça coince. Ça coince où? Où est-ce que ça coince? C'est au niveau de la primature où ça coince. Et les gens sont en train de négocier là-dessus. C'est-à-dire ils veulent un Premier ministre consensuel, c'est ça. Un Premier ministre autre que Boubou Cissé qui a été reconduit. Écoutez, pour moi, je pense que c'est dans le cadre de la discussion inter-malienne que les choses vont finalement déboucher. Il faut bien me comprendre, hein. Pour moi, je dois encourager toutes les parties à s'asseoir, à discuter et puis à ne pas donner, disons, une direction. Mais je suis quand même optimiste et je pense effectivement que beaucoup de chemins ont été parcourus en dépit des difficultés. Et donc maintenant, je pense qu'ils ont un programme toute cette semaine jusqu'au 28, le M5, mais c'est un programme de sensibilisation. Donc il me semble aujourd'hui que vraiment les conditions sont plus ou moins créées pour qu'ils s'assoient, ils discutent. Il faut effectivement se dire, et ça vraiment c'est quand même une forte recommandation que je donne à l'ensemble des acteurs, vraiment, je dis le Mali, la paix, la sécurité, la stabilité du Mali, vraiment vaut tous les sacrifices de ses fils et de ses filles. Et il faut que chacun fasse des concessions pour que les gens aillent de l'avant. On va terminer sur le Mali à l'UNTIN, enlèvement puis assassinat du grand imam de Djibo, Souaïbou Cissé, 73 ans. L'axe Ouaga-Djibo a connu plusieurs enlèvements et assassinats. On se souvient aussi, et les gens ont tendance à l'oublier, cela fait plus de 5 mois pratiquement que celui qui faisait office jusqu'ici de leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, est pris en otage. Quelle compréhension faut-il avoir de l'exécution de l'imam Cissé? L'imam Cissé, c'est au Burkina.
Ah oui, oui. Dans la région de Djibo. Absolument. Voilà. Autant pour nous à l'UNTIN. Mais revenons quand même sur... Je reviens sur Soumaïla Cissé. Oui, Soumaïla Cissé, oui. Nous pensons effectivement, il y a eu près de 115 enlèvements au Mali, hein. Mais quand même, Soumaïla, c'est pratiquement la deuxième personnalité politique du pays. C'est le chef de l'opposition. Et vraiment, nous demandons à ce que tous les efforts soient faits par l'État malien, vraiment soutenus par la communauté internationale pour que Soumaïla retrouve la liberté dans les meilleurs délais. De mon point de vue, c'est inacceptable pratiquement que cette disparition mystérieuse vraiment reste pratiquement sans réponse jusqu'à maintenant. Donc il est temps aujourd'hui que vraiment tous les efforts soient faits pour que Soumaïla soit libéré. Mystérieuse, vous dites parce que personne ne sait. Vous dites mystérieuse parce que personne ne sait aujourd'hui le groupe ou les groupes. N'a revendiqué l'enlèvement. Ni ce qu'on appelle les groupes armés terroristes, ni effectivement aussi les groupes criminels. Donc c'est ça qui fait que c'est un mystère assez épais, la disparition de Soumaïla Cissé. Je n'entre pas dans les autres spéculations. Très bien. Mais il faut faire en sorte que effectivement qu'il retrouve la liberté dans les meilleurs délais. Très bien. Côte d'Ivoire, maintenant, à l'UNTIN, le pays est en proie à des violences suite à la candidature du président Ouattara pour un troisième mandat. La peur d'une rechute du pays quand on connaît l'histoire récente? La rechute, elle est déjà là. Ouais. Mais écoutez, vous avez d'abord les exclusions, Soro, emprisonnement et détention de certains des membres de son parti politique. Vous avez même l'ancien président de la République qui a toutes les peines du monde à avoir son passeport diplomatique pour retourner au pays avec Blé Goudé. À cela, on ajoute la question vraiment du troisième mandat. Surtout, après, effectivement, sa déclaration solennelle devant le Congrès réuni, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis pour dire « je ne serai pas candidat ». Donc, personne ne peut comprendre aujourd'hui qu'ils viennent pour dire « écoutez, je vais faire un troisième mandat parce que Ahmed, comment il s'appelle encore, Gon Koulibaly, l'ancien premier ministre qui devait être le successeur, est décédé. » Personne ne peut comprendre parce qu'il me semble quand même qu'il y a 27 millions d'Ivoiriens et effectivement, il y a énormément de cadres dans son parti. Et cette génération, je pense que le moment est venu de passer la main, de connaître les limites de l'âge, les limites de la Constitution, pour vraiment faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne replonge pas, ne s'assoit pas sur un volcan, surtout avec tous les problèmes que nous avons sur toute la bande sahélienne. Oui, toute la bande sahélienne jusqu'en Libye. Les gens, ils oublient la Libye qui n'est même plus un État, d'où les armes viennent, d'où toutes les menaces viennent. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité absolue de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'UNOAS, vraiment de se réunir dans les meilleurs délais pour examiner la question aussi bien, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Parce que le problème, ça va au-delà du troisième mandat. Le problème, c'est un problème d'état de droit. Le problème, c'est la crise du suffrage universel. Quand vous regardez l'Afrique francophone, les élections au Togo, c'était des problèmes avec des morts et de la répression. Au Bénin, c'était avec des morts et de la répression contestée. Si vous avez les élections récentes en Guinée-Conakry, vous avez également les élections en Guinée-Bissau. Pratiquement dans nos pays de la sous-région, les élections ne sont pas reconnues, sauf peut-être dans les zones anglophones. Ça, c'est un grand problème. Oui, alors, terminez votre phrase. Si, effectivement, à cette instabilité politique chronique qu'on connaît, à quand même la situation sécuritaire qui se dégrade depuis pratiquement 2017, mais écoutez, ça veut dire que nous avons tous les ingrédients qui sont réunis pour une déflagration de la sous-région. Donc, personne ne doit rester aujourd'hui muet, silencieux ou passif ou indifférent par rapport effectivement à cette situation de menace grave
de la sous-région. D'accord. Alors, Alioune, la dernière question. Est-ce qu'une coalition au sein de la société civile africaine est envisagée aujourd'hui et pour aboutir à quel résultat éventuellement? Moi, je pense que ça doit aller au-delà même d'une coalition seulement de la société civile. La société civile est en train de se concerter. Je pense qu'ils sont en train de travailler pour avoir une coalition sur toute l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est une coalition de tous les démocrates, de tous les intellectuels, il semble les journalistes et tout le monde. Sinon, effectivement, on va rester passif en pensant qu'il y a quelques individus. C'est une responsabilité collective qui demande effectivement aussi une mobilisation collective pour sauver la sous-région du chaos ou de la somalisation. Il me semble que ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Ouais, merci. Alioune Tine, je rappelle que vous êtes le directeur d'Africadium et vous êtes également expert indépendant des Nations Unies au Mali. Merci et bonsoir. Kolda dans Ailleurs A nous reçoit encore ce dimanche un focus sur la transformation des fruits sauvages et le début de solutions. La déforestation et l'exploitation abusive des ressources forestières empêchent cependant les machines de tourner à plein régime. Exemple de fruits sauvages, la Saba sénégalensis, communément appelée MAD. Un reportage de Seydou Diatta. Dans ce marché sis au pied du pont Abdoul Diallo de Kolda, comme dans tous les autres marchés à l'intérieur de la commune, la Saba sénégalensis, communément appelée MAD, occupe une bonne partie des étalages. Bien que le produit soit prisé, une grande quantité de ces fruits sauvages finissent généralement à la poubelle, faute de moyens de conservation. Mais depuis quelque temps, un début de solution est en train d'être trouvé dans la transformation. Aujourd'hui, c'était une journée de lancement des formations, en fait, pour que ces produits sauvages vraiment sont pris, destinés à la poubelle. Cette initiative, initiée par le président Younous Sampalo, elle est salutaire. Elle a démarré d'abord par la formalisation des GIE. Après ça, à chaque groupement, il y aura un appui financier pour vraiment accompagner ces bonnes dames-là. Donc on ne cesse vraiment aussi de remercier le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé. Voici un exemple de confiture à partir de ce produit. On peut aussi faire du sirop conservable sur une période de 6 mois. Tout est utile avec ce produit. Malheureusement, le produit se fait de plus en plus rare. La déforestation et l'exploitation abusive des ressources forestières sont passées par là. Aujourd'hui, nous sommes à presque 16 millions d'habitants. Et chaque Sénégalais a besoin d'un lopin de terrain. Chaque Sénégalais a besoin de construire. Et la superficie ne change pas. Plus la population augmente, plus la forêt sera agressée, la forêt sera grignotée. Les produits forestiers non lignants. On assiste vraiment à une disparition de façon progressive de ces espèces-là. On constate que les fruits sont attaqués avant leur maturité et ça occasionne une pénurie. Au niveau de la commune de Kumbakara, les communautés locales qui profitent bien de ces produits forestiers non ligneux ont compris la nécessité de l'exploitation rationnelle et l'utilité de la reforestation. Nous invitons l'État à orienter le reboisement sur les plantes fruitières sauvages en lieu et place des plantes non comestibles. Les services techniques des eaux et forêts, la brigade de Mampatim, ils nous ont amené 4 espèces aujourd'hui qu'on a reboisées ici. À la journée d'aujourd'hui, cette activité va participer à ce qu'on appelle la reforestation. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons aujourd'hui choisi cette zone pour faire ce qu'on appelle l'enrichissement. Parce que l'enrichissement consiste à trouver une forêt qui est déjà là et on introduit encore des espèces pour permettre à la forêt vraiment de régénérer. La reforestation est de façon utile. C'est désormais l'option irréversible dans bon nombre de localités au sud du pays.
Tranche de vie tire prétexte des anticipés de philo tenus cette semaine en attendant l'examen proprement dit du baccalauréat. Comme pour remettre le texte dans le contexte, nous vous proposons le portrait d'une grande amoureuse de la philosophie. Marguerite Ndiaye, elle-même philosophe, est une native de Joal-Fadiouth. De son royaume d'enfance à Dakar où elle exerce, la prof de philo parle de son cursus, mais aussi de la relation souvent conflictuelle entre la philosophie et la religion. Marguerite Ndiaye s'est confiée à Adama Sarr et Sidignan. Je m'appelle Marguerite Ndiaye, je suis au CRFPE de Rufisque. Après le KS, en 2000, je suis allée à Tamba pour être prof de philo pendant 4 ans. Ensuite de Tamba, en 2004, je suis venue à Dakar. Au lycée de Thiaroye, j'y ai fait aussi 4 ans. Originaire de Joal-Fadiouth, cette sérère bontin n'y va pas par 4 chemins. La philosophie, elle l'a épousée par amour. J'aime la philo en fait. Depuis le bas âge, j'aimais m'isoler. C'est vrai que comme tout enfant des villages, j'étais avec mes copines, avec les copains de classe et tout. On vivait comme des enfants du village. Mais parallèlement à ça aussi, j'aimais le silence, j'aimais m'isoler, j'aimais la méditation, la réflexion. Après avoir passé autant d'années à enseigner la philosophie, Marguerite Ndiaye revient sur quelques anecdotes de son parcours. Il y a pas mal d'anecdotes. Par exemple, l'anecdote qui me revient comme ça à l'esprit, c'est lorsque Habib nous disait un jour que dans le langage, à un moment donné, c'est pas très clair. Et donc, il faut que quelque part que les gens s'entendent sur quelque chose pour pouvoir effectivement se parler sans trop d'explications. Et il nous disait que, voyez-vous, quand un garçon dit à une fille « je t'aime », le garçon s'attend à une réponse, alors qu'il n'y a pas de question. La fille doit simplement dire « je vous remercie de l'information », parce qu'on livre une information, on ne pose pas de questions. Mais justement, dans cette ambiance-là, où chacun en tout cas attend quelque chose, tout à coup, l'affirmation est comprise comme une question. Le garçon attend une réponse et la fille elle-même se met dans les conditions de donner une réponse. Le philosophe est-il croyant? Une question qui en taraude plus d'un, mais de l'avis de la philosophe, cette question doit être posée autrement. Ça dépend de ce qu'on appelle croyance. Comme disait Socrate, il faudrait qu'on s'entende sur les concepts. Voilà. Je ne peux pas comme cela vous dire je suis croyante ou pas, alors que je ne sais même pas ce que vous mettez dans le mot croyance. En tout cas, je pense que Dieu existe. Maintenant, est-ce qu'il a tout tracé et qu'il vente ou qu'il neige, tout cela adviendra? Ça, j'y crois moi. Je pense que Dieu quand même nous a laissé assez de liberté pour pouvoir être ses collaborateurs. Marguerite Ndiaye, qui est présentement formatrice au CRFPE de Rufisque, est une amoureuse de la philosophie. Marguerite Ndiaye est la lumineuse originaire de Joal-Lombreuse. Voilà qui est rectifié. Le portrait animalier, l'animal de la semaine, a conduit notre portraitiste au fond des océans. L'hôte de Moustapha Gabar Diop s'appelle l'orque, également nommé épaulard. Le mammifère aquatique est connu pour être un chasseur redoutable, même s'il ne constitue pas souvent une menace pour l'homme. Je vous vois ainsi rassuré. Récit. Dans la famille des dauphins, c'est le plus grand de ces spécimens. C'est également le plus reconnaissable avec son corps puissant, noir sur la partie dorsale et blanc sur la partie ventrale. L'orque est souvent appelé épaulard à cause de sa nageoire dorsale pouvant atteindre 2 mètres et similaire à une épée qui fend l'eau. Sa taille et son poids varient selon le sexe. Les mâles mesurent entre 7 et 9 mètres pour un poids variant de 5 à 8 tonnes. Les femelles entre 6 et 7 mètres pour une masse de 3 à 4 tonnes. Son espérance de vie est de 30 ans pour les mâles et 50 ans pour les femelles en moyenne. L'orque est présent sur tous les océans et mers du globe avec une préférence pour les zones tempérées côtières. Des eaux où elle vit en groupe mené par une femelle mature
pour s'entraider et chasser. Le besoin social est un instinct dominant très fort chez lui. Les familles d'orques passent de longues heures à communiquer et à se caresser les uns les autres. Ce contact influence l'état moral, la durée de vie et la santé des spécimens. L'orque communique à l'aide de cliquetis, d'écholocations émanant du sonar placé au-dessus du crâne, mais aussi de cris, de grincements et de sifflements divers. Des études démontrent que chaque groupe possède son propre langage. C'est d'ailleurs l'une des rares espèces connues pour transmettre son savoir aux générations suivantes. Un apprentissage qui peut durer 20 ans. On ne lui connaît aucun ennemi en dehors de l'homme, car si le lion est le roi des animaux sur terre, l'orque, elle, règne sur les mers. Situé au sommet de la chaîne alimentaire, c'est le plus grand carnassier des océans, d'où son surnom de baleine tueuse. Selon l'habitat, les orques peuvent se nourrir de poissons, de phoques, d'oiseaux de mer, de calmars et d'autres baleines. Certains animaux bien plus grands, comme les requins blancs, ne sont pas épargnés, puisque les orques utilisent des techniques de chasse très raffinées et opèrent en groupe. L'homme ne figure pas sur ce menu, et les orques entretiennent une certaine curiosité pour les hommes. Certains orques sauvages s'approchent même des embarcations dans le but d'établir un contact. Cependant, il y a eu des cas de spécimens captifs tuant ou blessant leurs dresseurs dans des parcs à thème marin. Moustapha Gabardio, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Qu'est-ce qui fait de l'orque un chasseur redoutable? Je pense que d'abord ses prouesses physiques. C'est un animal qui nage entre 6 et 10 km/h, mais qui peut arriver à des pointes de 45 km/h quand il chasse. C'est également aussi son intelligence, parce que c'est des animaux qui communiquent ensemble et qui développent des techniques de chasse. Par exemple, souvent en Afrique du Sud, on retrouve des requins avec juste le foie qui est parti, parce que les orques arrivent à les retourner et à les manger. Pour les bancs de poissons aussi, ils arrivent à les cintrer pour que les autres puissent les manger. Donc c'est vraiment son athlétisme et son intelligence qui en font un chasseur hors pair. Et comment se manifeste le caractère social des orques? Dans leur communication, ils sifflent, ils crient, ils mugissent, ils font des petits cliquetis qui s'entendent à des kilomètres. Ils vivent en groupe, où ils s'entraident, notamment quand la femelle met bas, les autres la protègent, et ils l'aident aussi quand le petit est né, à l'amener à la surface pour qu'il puisse respirer. Et ils ont une certaine culture qu'ils transmettent de la mère aux petits, notamment les techniques de chasse dont on vient de parler, et d'autres, leurs moyens de communication. Chaque groupe a sa propre signature sonore. Beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité entre les orques. Quelles sont les menaces à leur survie aujourd'hui? Principalement la surpêche, car qu'elle soit industrielle ou non industrielle, elle prend les ressources maritimes dont ils se nourrissent. Il y a aussi la pollution des littorales, dont on parle souvent au Sénégal, notamment que c'est une zone par laquelle les orques passent. Donc cette pollution fait qu'ils n'ont pas de quoi manger pendant leur migration saisonnière. Il y a aussi la captivité, parce que les orques survivent très mal en captivité, notamment dans les parcs aquatiques. Et beaucoup de pays d'ailleurs ont interdit le fait d'avoir des orques dans les parcs aquatiques. Ouais. Et on a vu dans le reportage que ils essayent même d'établir une communication avec les hommes, mais les hommes les fuient. Hein. C'est pas évident de ne pas avoir peur de cet animal. Oui, mais ils s'approchent souvent des bateaux, surtout dans les zones où ils n'ont jamais vu d'hommes, parce que c'est un animal très curieux et très intelligent, donc ils viennent jouer avec les bateaux très souvent, et les plongeurs. Bon, mieux vaut ne pas répondre à cet appel du pied de l'orque. Merci Moustapha Gabardio qui était venu donc nous parler de ce mammifère des fonds marins. C'est la fin de cette totale dimanche. Chef d'édition ce soir, Cheikh Nafal, réalisation Masmoup avec l'aide aussi de Khalifa Diakhaté qui assure la rédaction en chef, qui vous retrouve d'ailleurs demain à 18h30 pour la totale bloc d'infos, mais très tôt le matin, ce sera l'équipe de Boubacar Diallo, Toc Toc Sénégal à 6h30. Passage de témoins, comme vous le savez, à 5h45 déjà du côté de la radio Dakar Direct avec Aïssata Ndiaye. Passage de témoins entre la radiovision et la télévision à 6h30 à ne pas rater. Ce soir, votre programme Jeune Femme Dynamique, Oussama Monique Sagna à 21h et puis à 22h, Omnisport avec l'équipe de Malik Thiandoum. Ils seront naturellement en maillot. Voilà. Merci, bonsoir, rendez-vous la semaine prochaine.